Bonjour messieurs, bonjour à tous, toutes les personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet que nous avons déjà abordé. C'est l'apport qu'a fait René Girard au domaine de la spiritualité, sur la genèse en définitive de la spiritualité des religions au sens plus général. Cette présentation, je vais faire donc une première présentation qui va de nouveau présenter l'analyse. Eberhard l'avait déjà fait dans une autre émission, mais j'ai essayé de faire de façon, enfin, je dirais à ma sauce, parce que moi j'aime bien les choses un peu structurées avec des transparents et des choses comme ça. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce pour y voir clair aussi d'ailleurs. Ça me permet d'y voir clair. Donc ça sera la première partie où je réexposerai en définitive simplement ce que dit René Girard, de façon un peu structurée. Et puis, il y aura une deuxième émission qui sera plus une analyse critique, où je vous ferai part justement des critiques que j'émets à destination de ce penseur, que je qualifierais malgré tout d'hétérodoxe, puisqu'il était quand même pas dans les canons, je dirais, des universitaires français. Et donc, il a notamment été aux États-Unis pour pouvoir exercer. Alors, excusez-moi, il y a un petit problème de cadrage, mais bon, je pense que ça ne va pas trop nuire à notre émission. Avant de démarrer, est-ce que vous voulez refaire peut-être une petite intervention, messieurs? Ah, Christian est parti, d'accord. Eberhard, non? Disons que oui, évidemment, quand en France, on n'est pas. C'est un peu le franco-français centré. C'est-à-dire que quand on rentre pas dans les canons de l'université franco-franchouillarde, eh bien, d'un seul coup, on est exclu de tout débat. C'était déjà, même déjà dans les années 50, la cancel culture, comme on dit aujourd'hui, la culture d'exclusion, disons, maintenant qui est devenue bien en vogue. Merci de cette incise, Eberhard, parce que je l'ai même vécu hier, puisque hier je voulais faire une contribution sur la négantropie dans Wikipédia. Eh bien, ma contribution a été éjectée immédiatement par des pontes, des contributeurs réguliers qui jugeaient ça hors de propos. Bon, bref, on est toujours là-dedans, ça ne s'est pas amélioré, je dirais. Christian, tu veux dire quelque chose avant de... Non, sur Girard, enfin bon, dire qu'il est hétérodoxe, ça me paraît un peu fort. Il est, enfin, je pense, au moins reconnu dans le milieu catholique, hein, la chaîne KTO. Euh, voilà, bon, oui, je pense que ce, ce marquage chrétien de Girard, c'est important. Et puis, ce que je retiens aussi de Girard, c'est son côté anthropologue et notamment les échanges qu'il a eu, par les échanges, enfin, les critiques, les distinctions qu'il faisait avec les analyses de Lévi-Strauss. Donc, l'opposition Girard-Lévi-Strauss me paraît très intéressante. C'est pas mal exposé d'ailleurs dans son bouquin Des choses cachées depuis le Hmm. début du monde. Voilà. Et Freud aussi, d'ailleurs. Oui. Alors, Proche bon, étant donné qu'il Et les explique tout, freudo-marxistes. par la violence, et puis bon, le mimétisme, c'est pas du tout, c'est pas du tout le straussien. Donc c'est une analyse, disons, des populations primitives qui est quand même assez différente de celle de Lévi-Strauss. même s'il ne rejetait pas Non. tout de chacun des auteurs, mais il les critiquait pour partie. Hmm. Très bien. Mais bon, Vous avez mis en bouche, je pense, les il parle spectateurs. beaucoup de Mauss aussi. Je prends plus proche de Mauss que Que Lévi-Strauss. de Strauss. Ok. Bon, Bref, vous avez mis en bouche, je crois, les spectateurs de cette émission.
Donc je vais pouvoir passer à la présentation, messieurs. Donc pour ce cercle du renouvellement spirituel, aujourd'hui, la théorie spirituelle de René Girard. Je vais vous présenter donc premier volet. Donc aujourd'hui, on présente justement cette théorie. C'est un peu dans le cycle quelle spiritualité, malgré tout, même si là, qui avait été présenté le 27 janvier 2023. Donc là, ça apporte de l'eau au moulin, je dirais, de cette réflexion. Et pour donc quelle spiritualité pour aujourd'hui. Et je pense que la contribution de René Girard est tout à fait notable et ne peut pas être ignorée si on veut refonder une spiritualité. Alors, comme je disais, voilà, déjà redéfinir rapidement ce que c'est que la spiritualité, c'est ce qui relève de l'esprit, ce qui relève de l'âme, ce qui concerne sa vie, donc la vie et ses manifestations de l'esprit et de l'âme. Donc c'est relatif à la raison, mais aussi à une part d'irrationnel, de mystique, d'inconnu, voire d'inconnaissable. Hein. On est là justement dans ce que la connaissance, la raison, n'arrive pas à expliquer de façon rationnelle, justement. Et donc, on cherche à trouver des explications au-delà du rationnel, justement. Donc, voilà, le physique étant, la physique au sens général, étant le domaine de la raison, la métaphysique, celle justement de l'inconnaissable. Donc ça s'adresse à l'intelligence, mais ça s'adresse aussi aux émotions et aux sentiments. Voilà. Donc, définition de la spiritualité, la vie et les manifestations de l'âme humaine. Alors, j'ai fait également, ça s'inscrit également dans une autre présentation que j'ai pu faire au mois de janvier. C'est l'homme comme partie du monde, donc qui survole donc initialement, homme comme partie du monde, jusqu'à la mort de Dieu, dans la situation dans laquelle nous sommes depuis le 19e siècle. Nous avons déjà également traité ce sujet de René Girard, hein, cet apport de René Girard, par la présentation que nous avait fait Eberhard l'autre jour sur la notion de sacrifice comme étant tout à fait centrale, comme premier acte religieux de l'âme. Donc là, donc de ses origines à la survivance inconsciente de nos jours. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu la même vocation, cette présentation, mais peut-être d'une façon, un peu avec un autre éclairage, une façon, je dirais que structurée à ma sauce, je dirais, quoi, qui me permet de bien m'imprégner notamment d'un de ses ouvrages, La violence et le sacré, et autre ouvrage, des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors le plan de la présentation, donc un exposé du modèle proposé justement par René Girard, un modèle explicatif de la réalité de la religion et des spiritualités. Et puis, deuxième partie, qui fera l'objet d'une seconde émission, analyse critique de ce modèle. Donc deux parties. Donc nous commençons aujourd'hui par l'exposé du modèle justement proposé par René Girard. Vous avez une photo là à droite. Alors, quel est le modèle proposé? À la base, il pose vraiment une chose très importante, qui me semble vraiment importante, c'est qu'à la base de tout, il y a la compétition pour l'appropriation. L'appropriation des objets, l'appropriation éventuellement des autres ou des sujets, hein, des autres personnes, peut-être des partenaires sexuels, des femmes, des esclaves, etc., etc. Donc, à la base, donc, il y a les objets, la nourriture, les vêtements, etc. Il y a la compétition pour l'appropriation. L'appropriation étant vue, donc là, moi, j'insiste sur ça, peut-être, comme vraiment fondateur, comme vraiment premier dans la pensée de Girard, parce que pour moi, elle fait écho, justement, aux besoins du corps et de l'âme qu'on pourra retrouver chez d'autres auteurs, ou au droit naturel d'Aristote.
justement que cette appropriation, cette notion de propriété est tout à fait fondatrice pour les hommes, mais même au-delà pour, je pense, les animaux également. Ça fait vraiment partie des besoins de l'âme de base. Et ça, je pense que c'est très important je le pose vraiment de façon volontairement, j'insiste là-dessus, puisque ça a été contesté par d'autres philosophes, notamment par les marxistes, qui veulent évacuer la notion de propriété. Enfin, pas en totalité, mais en partie. Et donc, comme il y a compétition pour l'appropriation, il y a la lutte pour l'accès justement à ces ressources, pour l'accès à ces objets. Alors, il y a les lieux également qui sont des ressources. Et nous sommes donc, autre constat, nous sommes les mêmes. Tous les êtres humains ont les mêmes besoins, ont les mêmes aspirations. Et fatalement, donc, nous voulons les mêmes choses. Ça résulte de cette compétition. Et donc, découle de cela, de cette compétition, il y a un mimétisme. Donc, il appelle ça mimétisme pour ne pas l'appeler imitation, pour ne pas prêter à confusion. Donc, il appelle ça le mimétisme. Donc, nous avons tous envie de la même chose. Et quand on voit quelqu'un d'autre qui s'approprie une ressource, un objet, ben on veut le même objet ou un équivalent ou la même ressource ou un équivalent. Cette compétition, elle est à la base de ça, de cette imitation, l'homme étant le plus doué, justement, pour cette notion d'imitation. C'est ce que nous dit dès l'Antiquité Aristote. L'homme diffère des autres animaux en ce qu'il est le plus apte à l'imitation. Les autres animaux sont aptes à l'imitation, mais nous serions, selon Aristote, justement, les plus aptes à imiter les autres. Et on veut tous être les mêmes dans la société. Donc, c'est première chose, à la base de tout le raisonnement de René Girard, il y a appropriation et mimétisme des humains pour accéder à cette appropriation des ressources et des objets. Alors, mimétisme, imitation, donc c'est un phénomène qu'il affiche comme caché, systématiquement exclu, et notamment de Platon jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est caché, ce n'est pas un fait du hasard. Et là, je voudrais justement faire peut-être anticiper sur ma conclusion en disant que c'est sans doute un des mérites principaux de René Girard, c'est de s'être repositionné justement dans le regard des premiers philosophes des sociétés primitives par rapport, qui sont, je dirais, les plus aptes puisque les plus proches des raisons qui fondent les religions, les spiritualités. Et c'est sans doute cette posture particulière qu'a pris René Girard, c'est souvent des questions de posture, en définitive, les apports tiennent beaucoup à ça. C'est cette posture particulière qu'il a prise qui, je crois, fonde également la pertinence de ce qu'il avance. Donc, phénomène occulté, caché, et ce n'est pas un hasard parce que c'est quelque chose qui est explosif, car tout en fait va être fait pour encadrer, pour canaliser cette volonté mimétique de s'approprier les mêmes choses, de faire les mêmes choses, d'accéder aux mêmes ressources. Eh bien, il faut, pour pas que cela dégénère, parce que c'est bien ça le problème. S'il y a mimétisme et si on est plusieurs à désirer en même temps le même objet, fatalement, ça va déboucher sur des conflits, sur des crises sociales, sur des crises qui devront être résolues. Et donc, dans des sociétés, il faut réussir à inhiber un certain nombre de comportements, parce que si tout le monde les satisfaisait, eh bien, il y aurait un conflit immédiat dans la communauté, dans le clan, dans la tribu, dans je ne sais quoi, qui regroupe les hommes, dans la société humaine. Et cela dès les toutes petites sociétés primitives. Et donc remonter à ça et avoir ce regard particulier, je pense que c'est très pertinent, justement, ce positionnement de René Girard. Donc, pour prévenir ces crises, eh bien,
on interdit, on prohibe le mimétique et on cache la raison de ces prohibitions, pour pas justement que les gens aient conscience de ce qui se passe. Donc ça élimine, ça vise en définitive à interdire la violence interne à un groupe de cohabitation. Ça rend possible en définitive la vie en société en partageant tous un même corpus d'interdits. Donc prohibition du mimétique aboutit à un ensemble d'interdits qui va caractériser une culture, la culture d'une société. Et c'est là le cœur, je dirais, des systèmes religieux pour René Girard, c'est justement cette jugulation, ce qui explique le phénomène religieux dans toutes les sociétés, c'est la jugulation de cette violence mimétique qui fait que le religieux émerge et qui fait qu'il est si commun dans les sociétés humaines. Alors, il enrichit cette fondation d'un certain nombre de constats. Notamment, il constate que les rites sont des simulations des interdits, des simulations des transgressions, des simulations de la violence pour mieux les conjurer. Donc on va répéter, alors je ne vais pas parler de la scène du Christ justement, parce qu'il l'exclut, mais quelque part, ça parle à beaucoup de gens, donc je vais me permettre cette entorse à la pensée de Girard. Mais voilà, le prêtre dans la religion chrétienne qui refait les gestes du Christ, etc., on est tout à fait dans ces rites qui sont là pour juguler justement cette violence et la transgression qui est le meurtre du Dieu envoyé sur terre. Et les rites doux, quant à eux, c'est ce qu'il affirme, montrent en définitive le but à atteindre. C'est-à-dire il y a le but pour les interdits, donc il y a la chose fondatrice, puis à contrario, je dirais, il y a aussi des choses qui sont recommandées, et donc là on est dans les rites qui sont plus des rites doux, justement, qui ne sont pas des rites violents, qui eux montrent justement le chemin qu'il faut suivre, le but qu'il faut atteindre. Donc ces rites, nous dit René Girard, sont issus d'une crise sociale majeure et qui a été suivie de sa résolution. C'est-à-dire que ça cristallise un événement réel. C'est-à-dire que ces rites, cette violence dont on parlait qu'il s'agit de juguler, c'est pas une violence virtuelle, c'est pas une violence abstraite, c'est une violence qui a eu une réelle occurrence. Je vous renvoie notamment au bouc émissaire où il prend des exemples de la peste et de la stigmatisation des Juifs à cette époque-là. Il y a eu des violences réelles là-dessus, à l'encontre de boucs émissaires, justement. Donc, et ces rites, ils sont la répétition ou la simulation de ces crises sociales majeures réelles qui ont survenu et que le religieux a absorbé, s'est constitué dessus, pour résoudre justement cette crise violente. Car si elle n'est pas résolue et que la société continue, alors s'il y a eu, ça c'est pour les sociétés qui réussissent, mais les sociétés, les clans, les cercles, les tribus qui ne réussissent pas à juguler cette violence interne à leur propre société, ça veut dire que la société s'effondre, elle est détruite. Le clan est détruit, la tribu est détruite, la société, la communauté est détruite. Donc s'il y a eu des communautés où il n'y a pas eu de religieux qui a permis à cette canalisation, mais la société, elle se démolit. Donc c'est tout à fait, comment dire, c'est pour ça, c'est quelque part un critère évolutif, on pourrait dire. Si vous ne suivez pas cette chemin, votre société, de toute façon, elle n'existe plus, puisque vous n'avez pas réussi à inventer le religieux qui permet de juguler cette violence mimétique. Donc, la crise sociale, quel processus suit-elle selon René Girard? Lorsqu'il y a une crise sociale, donc une crise dans une société, une épidémie par exemple,
Et donc avec plein de gens qui meurent. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou on meurt de faim parce qu'il n'y a pas de récolte, etc., etc. Une crise de la société. La première chose qui se perd, c'est le culturel. C'est ce qu'affirme René Girard. Le culturel étant entendu, justement, toutes ces choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, ce qui distingue en définitive la tribu, le clan, des autres clans, des autres êtres humains. On perd le culturel, c'est-à-dire qu'on redevient un humain de base, comme ça, indifférencié, je dirais, même si ça n'existe, c'est assez virtuel cela, mais c'est des situations où on redevient juste humain. Et tout ce qui est culturel, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de voler par exemple une orange si j'ai faim parce que il y a pas assez à manger, eh bien on va perdre cette culture qui dit non, j'ai pas le droit de voler, et on va aller voler parce qu'on va manger. Vous voyez, c'est une illustration justement de cette perte du culturel. Et donc on revient à l'instinct primaire, à ce que justement, ce qui fait l'homme, je dirais, brute de fonderie en tant que quasiment qu'animal, je dirais. Et donc on retombe justement dans le mimétisme, puisque cette orange dont je parlais à l'instant, eh bien, s'il y a une pénurie de nourriture, eh bien, tout le monde va vouloir l'orange, va vouloir la manger. Voire on peut aboutir à des choses où on va détruire, on le voit bien dans les distributions de nourriture dans les zones défavorisées, où en fait on va abîmer, détériorer une partie justement de la ressource, juste simplement par la compétition, par la lutte qu'il y a eu. Et donc il y en aura peut-être eu pour tout le monde, mais il n'y en a pas pour tout le monde parce qu'on a marché, on a écrasé le sac, on a piétiné, etc. pour pouvoir s'en approprier. Et donc sur les 100 kilos peut-être, il n'y en a plus que 20 kilos qui sont utilisables et 80 kilos ont été piétinés et sont perdus à jamais. Donc, dans ce processus, à un moment donné, ce que nous affirme René Girard, c'est qu'il y a désignation d'une victime émissaire qui est responsable de la crise. Voilà le processus, dans ce processus de perte du culturel, de retour à l'instinct primaire, de mimétisme. Pour le résoudre, eh bien, plutôt que tout le monde se batte l'un contre l'autre, eh bien, on dit non, on ne va pas se battre l'un contre l'autre, c'est de la faute de celui-là. C'est de la faute de ce groupe-là, c'est de la faute de, etc., etc. Donc, on va désigner une victime ou un groupe, ou un sous-groupe, donc qui est, dit, c'est lui le responsable, c'est elle la responsable de cette crise. Et donc, du coup, parce que face à une crise, l'homme a besoin d'agir. Il a besoin de se dire, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre? S'il n'a pas de nourriture, il y a peut-être s'il y a un groupe qui fait une centaine de personnes, il y a de la nourriture que pour 80 personnes, eh bien, les 20 personnes en trop, il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Et donc, c'est aussi un moyen d'agir de cette façon-là. Et ce besoin d'agir face à la pénurie, typiquement, eh bien, ça va être le meurtre collectif du bouc émissaire. Et comme je le répète, un meurtre bien réel et pas du tout virtuel. C'est les rites, ultérieurement, qui vont répéter cela. Parce que ces personnes qui ont été désignées responsables, une fois que la crise est résolue, il devient, en définitive, un héros divinisé, parce qu'on sait très bien que, en fait, tout ça, c'est des mécanismes de mensonge. En fait, on sait très bien que c'est pas, enfin, au fond de soi-même, on sait très bien qu'on a fait une mauvaise action. Si on a assassiné 20 personnes sur un groupe de 100, ou chassé, c'est pas forcément un meurtre, ça peut être aussi chasser de la tribu, débrouillez-vous dans le désert pour trouver de la nourriture, ils sont quasiment assurés d'une mort certaine, bref. Peu importe, on sait très bien qu'on a exclu et que l'on a fait une action qui n'était pas extraordinaire, mais qui était nécessaire pour la survie de la communauté quand même. Et donc du coup, ces responsables deviennent quelque part, pour s'en excuser, je pourrais dire, même si c'est pas forcément René Girard le présenterait peut-être pas de cette façon-là, mais deviennent quelque part du coup divinisés, puisqu'ils sont à la fois ceux qui ont été désignés comme les responsables de la crise, mais par leur exclusion, par leur sacrifice, ils deviennent
ceux qui ont permis la résolution de la crise. Parce que si sur les 100 personnes, les 20 qui sont permis ont permis aux 100 autres, aux 80 autres de survivre, eh bien, c'est grâce à ces 20-là quand même que les 80 ont survécu. Donc, ont survécu. Donc, ces 20 personnes deviennent, ils sont responsables et en même temps deviennent des héros qu'on peut diviniser parce que grâce à leur sacrifice, ils ont permis au groupe de survivre. Juste une petite intervention. Oui, bah, je t'en prie, ça m'a permis de boire un coup, j'ai soif. Bah, ça tombe bien. C'est pas seulement, je pense quand je me souviens maintenant, ça fait 2 ans que j'ai lu ça, c'est pas seulement une dimension strictement utilitaire. Il y a eu besoin tout simplement dans des situations de souffrance, évidemment de situations existentielles, de pouvoir lâcher la vie. Pardon, tu peux répéter parce que je suis sur ma mauvaise connexion, tu as été coupé. Tu peux répéter, Eberhard? Oui, il n'y a pas seulement une dimension utilitaire, mais quand on est dans une situation, quand un collectif est en situation de stress, il désigne une victime, mais parce que la victime expiatoire n'est pas seulement pour un usage purement on va manger plus, hein, c'est tout simplement, il faut que la violence se décharge sur quelqu'un. Pour ensuite calmer, parce qu'on s'est rendu compte que ça fait du bien, en fait. Tuer, ça fait du bien, quoi. Voilà. Il n'y a pas obligatoirement une dimension utilitaire derrière. On cherche une raison préliminaire. Hein. On va dire, c'est les Juifs, par exemple, qui ont commis, qui ont pollué le puits, et c'est pour cela que, effectivement, il y a eu la maladie ou n'importe quoi. Mais il n'y a pas obligatoirement une dimension utilitaire à ça. On a besoin d'une victime expiatoire, comme on ferait un sacrifice seulement pour Dieu, mais sans obligatoirement, quand un Marocain, par exemple, tue un agneau, c'est pour Dieu qu'il le tue. Bon, la conséquence, c'est qu'il va manger l'agneau, tu vois. Voilà. Mais il y a une dimension, des fois. On est déjà dans le rite, là aussi. Hein. Lâcher l'énergie, lâcher l'énergie violente sur la personne. Oui. Alors, effectivement, ça fait écho, je dirais, à un débat qu'on a eu au CRC sur la part de sauvages et de barbares en nous. Hein. Ça fait écho aussi à ça. Alors, moi, mon illustration était volontairement utilitaire, je dirais, pour montrer le mécanisme, même sans faire appel à des ressorts psychologiques, simplement par des ressorts, je dirais, matériels, on justifie aussi cette explication. Alors, donc, des mythes et les religions sont issus de ces crises, et donc il y a un certain nombre de rites qui en découlent. Donc, la crise sacrificielle, c'est la résolution, le bouc émissaire permet la résolution de cette crise mimétique. Alors, il y a une mort individuelle du bouc émissaire, bon, individuel si c'est un individu, mais ça engendre une vie nouvelle pour les autres, comme j'ai pu l'illustrer juste avant l'intervention d'Eberhard, sur un exemple concret. Et donc, dès lors, le bouc émissaire a un caractère transcendant. On a perdu quelqu'un, ou c'est moi qui... Eberhard. On a perdu Eberhard, d'accord. Alors, ok, bon, c'est pas grave. Alors, attends, je vais peut-être... passer là, et du coup... Bien, donc là, je vais me décaler un petit peu, parce que du coup, on a... Alors, donc, il y a donc un caractère transcendant, en définitive, du bouc émissaire, qui a permis de traverser la crise, donc il a transcendé la crise, hein, et donc c'est ce qui en fait un héros par son sacrifice, un héros divinisé. Il transcende donc la mort, mais il transcende également du mal et du bien. Puisque le mal que subissait la communauté, il en est résulté un bien. Et c'est ce qui fonde la notion de sacré, en disant ce qu'il faut faire,
et ce qui est interdit. Les deux, en fait, étant une incarnation du bien et du mal, en disant ce qu'il faut faire, c'est le bien, ce qui est interdit, c'est le mal, et ça est posé, ces valeurs, cette morale, sont posées comme fondamentales pour justement que la communauté continue à être soudée et que la crise mimétique ne se reproduise pas, je dirais, de façon endogène. Et puis, s'il y a une crise qui survient, qu'on puisse la résoudre. Donc, la naissance, il explique la naissance du sacré par cela, et du coup, effectivement, ça s'explique relativement de façon, je dirais que la démarche de Girard est tout à fait cohérente, puisqu'elle explique tout un tas de mécanismes qui, sinon, par les autres anthropologues, on parlait de Lévi-Strauss en introduction, restent toujours des mystères à jamais, où ils disent qu'on n'arrive pas à expliquer. L'avantage, je dirais, là, le gros intérêt de ce que présente René Girard, c'est que ça donne justement une explication, une justification à tout un tas de phénomènes que sinon, on peine bien à cerner. Alors, que dit-il en plus de tout ça? Bon, là, on a, je dirais, fini sur la base. Donc, on a commencé par la base, entre l'appropriation et puis la crise mimétique. Naissance de la violence, et qui ferait faire exploser le groupe, surtout en situation de crise. Sa résolution par le mécanisme du bouc émissaire qui est ensuite sacralisé. Donc là, on est vraiment sur le cœur donc le cœur et puis les premiers développements principaux, je dirais, du modèle proposé par René Girard. Et le religieux, en fait, vit et perdure car il conjure la violence. Donc, il est utile à la société, qui sinon se déliterait. On l'a illustré précédemment. Et c'est là toute sa puissance. Donc, le religieux est si puissant, si important dans les sociétés humaines pour cette raison-là. Voilà une autre explication que nous apporte René Girard, que les autres anthropologues ou sociologues ne trouvent pas de justification crédible, et cette justification est en plus transversale à différentes sociétés. C'est-à-dire que ça montre aussi que le religieux n'est pas qu'un ramassis de balivernes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une utilité sociale, qui a une fonction sociale, et qui est basé également sur des faits réels qui se sont produits, et donc qui ont été conjurés. Et donc sur les mythes, c'est peut-être encore plus évident que ça fait écho à des récits vraiment réels, qui se sont réellement produits, après qui ont été mythologisés, on pourrait dire, mais mythifiés, mais la naissance du mythe, justement, mais ce ne sont pas un ramassis de balivernes, c'est quelque chose de tout à fait fondateur et nécessaire à la cohésion d'une société. Donc, pour René Girard, le religieux, c'est un des moyens, justement, une des instances du phénomène plus général de la victime émissaire qui est issue du milieu mimétique. Il y a d'autres mécanismes qui permettent aussi de s'affranchir de cette crise et de cette situation de violence interne au groupe. C'est notamment la culture, qui n'est pas qui est souvent teintée et qui est issue du religieux, mais pas que. Il y a aussi d'autres us et coutumes qui vont tenir plus, par exemple, à la localisation géographique de la communauté, typiquement. Il y a les lois, c'est-à-dire des choses qui sont parfaitement laïques et en dehors du religieux et qui vont être posées par tel roi, par tel chef, par telle assemblée qui va poser un certain nombre de règles. Et puis il y a également d'autres, la psychologie, la discussion, etc. Tous, en fait, tous ces mécanismes, tous ces moyens de contrôler la crise mimétique occultent. Ils ont ça en commun, c'est ce que affirme aussi de façon très importante, il souligne ce point René Girard, c'est que ces rapports mimétiques sont occultés. C'est-à-dire que c'est à une condition de leur efficacité aussi.
Si on prend les lois, par exemple, capitalistes aujourd'hui, hein, pour prendre un exemple complètement, elles occultent complètement le fait que c'est un mécanisme qui permet l'exploitation de l'homme, l'enrichissement de certains, etc. Dans la loi, il n'y a rien qui le dit. Hein. C'est complètement occulté. C'est juste, c'est par hasard que ça se produit comme ça. Or qu'en fait, c'est la vraie raison de choses, de l'appropriation. Toujours sur l'appropriation des ressources, l'appropriation des choses. Hein. On n'a pas changé de sujet fondamental. Hein. On est toujours sur l'appropriation et le désir mimétique. Et toutes ces lois vont permettre d'encadrer cela aussi. Et on occulte cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que les voix dissidentes, dont on parlait tout en introduction tout à l'heure, il faut absolument qu'elles soient contrôlées et occultées également. Donc je pense que ce n'est pas du tout un hasard et c'est tout à fait volontaire. Donc le religieux est au-delà. Alors, ce que nous dit également René Girard, donc là on est vraiment dans les prolongements, c'est que toute avancée scientifique dans la compréhension des phénomènes, donc de la raison, dans l'explication du monde, du fonctionnement du monde, parce que bien évidemment que des épidémies dans les sociétés plus primitives, et aujourd'hui on les traite de façon différente parce qu'on sait que c'est des microbes, par l'hygiène, par des choses, etc. etc. On ne va pas parler de vaccins. Hein. Mais on pourrait. Donc, ces avancées scientifiques nous permettent de mieux appréhender un certain nombre de ces crises qui peuvent survenir. Et l'amélioration des techniques de production des aliments, etc. Voilà. Et tout cela, en fait, modifie les données du problème. C'est-à-dire que c'est une boucle de réaction, en définitive, qui change les données du problème en permanence, hein, sur les entrants de la société. C'est des sortants de la société qui sont réinjectés dedans et qui font que ça change les données justement de la crise mimétique. Et c'est ce qui fait que pour lui, la sacralisation d'ailleurs devient de plus en plus difficile. Il y a un plus de trop là. De plus en plus difficile. Donc au fur et à mesure justement que les mécanismes du bouc émissaire sont connus, notamment dans la connaissance, on sait, il y a même dans des champs complètement différents, hein, dans le champ du travail par exemple, on sait que généralement dans une équipe, il va y avoir à un moment ou à un autre un bouc émissaire qui va être désigné. Et vous pouvez enlever le bouc émissaire, il y en a un autre qui sera désigné. Parce que ça fait partie, on l'a vu justement, des mécanismes, des facilités de fonctionnement des groupes humains. Mais à partir du moment où on connaît ce mécanisme du bouc émissaire, forcément ça change la donnée du problème. Parce que demain, on va vous dire, il faut que celui-ci soit bouc émissaire. Et du coup, quand on connaît le mécanisme du bouc émissaire, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de le désigner et puis de le sacraliser ultérieurement. Donc ça, c'est un phénomène important, ce qui fait qu'il y a une décroissance, une tendance à la décroissance du sacré au fur et à mesure de l'évolution des sociétés. Et la croissance des connaissances implique, pour une même efficacité, c'est ce qu'il affirme, René Girard, pour avoir la même efficacité, il faut que la taille du sacrifié soit de plus en plus importante. Le bouc émissaire doit être beaucoup plus important. Et je dirais, on pourrait parler, on reparlera des Juifs, justement, et notamment de la barbarie nazie, où la taille du bouc émissaire était gigantesque. Hein, c'était une population entière. Pour l'efficacité. Et aujourd'hui, le tabou, justement, par rapport aux Juifs, etc., qu'on le rencontre aujourd'hui, avec une certaine sacralisation qui fait que, je fais écho à l'actualité, ce qui fait qu'Israël se permette tout un tas d'exactions que aucun autre peuple ne pourrait se permettre sans qu'il soit stigmatisé unanimement, alors que là, ce n'est pas unanimement, ça procède aussi de cela. Ça apporte encore de l'eau au moulin, je dirais, factuellement, du modèle proposé par René Girard et de ses conséquences. Hein. C'est assez terrible à dire, mais Et donc, il constate, et il l'argumente, une tendance historique du recul du sacré qui nécessite un sacrifice beaucoup plus grand
de population à chaque fois pour que le sacré puisse se déployer. Voilà, j'en ai fini sur cet exposé du modèle proposé par René Girard. La semaine prochaine, je procéderai à une analyse critique pour ma part. Donc, je demanderai à mes collègues de, pas forcément d'être justement sur cette analyse critique, enfin, ils diront ce qu'ils voudront, hein, c'est pas la question, mais sachant qu'on aura un autre débat plus spécifique là-dessus. Peut-être là, ça sera peut-être des compléments, des autres éclairages sur, puisqu'ils connaissent bien également ce que propose le modèle proposé par René Girard, peut-être des compléments, des choses que j'aurais pas dites, ou des corrections éventuellement. Vous m'entendez? Oui. Oui, vas-y, Ébarard. D'accord. Ben, disons, il y a effectivement toute la partie générale est bien expliquée, tout est là. Girard aboutit quand même en disant celui qui a été le révélateur de la violence humaine, c'est Jésus, c'est le Christ, quoi. Donc, comme tu n'as pas nommé ça spécifiquement, je voulais juste compléter là-dessus. J'en parlerai justement dans ma critique du modèle. D'accord, ok. Et juste comme tu viens d'en parler, celui qui a été sacrifié, sacrifie les autres. Aujourd'hui, donc, celui qui a été sacrifié, donc dans ce cas-là, par exemple, Israël, disons les Juifs ayant été sacrifiés, ben maintenant, il se permet de sacrifier les autres. Et ça va bien avec des religions qui sont toujours dans le sacrificiel. Toutes les deux. Oui. Christian? Oui, c'est peut-être pas utile d'enregistrer ce que je vais dire, ou peut-être couper, parce que, en fait, c'est une remarque méthodologique. Là, il est 13h56, donc on n'a matériellement pas le temps d'intervenir sur ta présentation, qui est excellente, hein. Alors, Christian, Certaines peux-tu choses à répéter? dire. Tu viens d'être coupé, si tu peux répéter juste. Ça a été Oui. on n'avait juste pas le temps. Ça, c'est bon, D'accord. ça a été coupé juste après. Non, voilà. Alors, je disais que, étant donné que nous n'avons plus de temps maintenant, que l'émission est terminée, je ne vais pas pouvoir faire des commentaires sur ta présentation de Girard, qui est excellente, mais à propos de laquelle moi j'ai noté un certain nombre de choses que je souhaiterais exposer à nos auditeurs. Et ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est pour ça que je disais peut-être faut couper mon intervention. Elle est pas, c'est disons, un peu de la cuisine entre nous. On est à 42 minutes d'enregistrement. Si tu veux le faire, tu peux le faire quand même. Non, mais bon. Après, tu as peut-être d'autres choses à faire après. C'est ça. Alors, soit on a du temps pour réagir sur ta présentation de René Girard. La semaine prochaine, tu vas faire un commentaire critique, d'accord? Mais je pense que avec ce que tu as dit de Girard, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes à prolonger. Donc on n'a pas le temps de faire. La question que je voulais poser, c'était si la semaine prochaine, en début de réunion, on réagit sur ce que tu viens de dire, mais c'est une semaine après, donc c'est pas. Mais pourquoi tu n'enchaînes pas tout de suite? Fais-le. On demandera à Chris. Non, mais là, on est à 40 et quelques minutes. Ça passe, hein. D'enregistrement, je parle. Ça va prendre beaucoup de temps. Ah bon? Alors, je vais essayer de dire en quelques minutes. Le modèle de Girard, il est imparable. Il est imparable, mais je considère moi que c'est un modèle philosophico-anthropologique post-néolithique. Et lorsque Girard intitule un bouquin des choses cachées depuis la fondation du monde, il faut qu'on nous explique à quelle date il met la fondation du monde. Moi, à mon avis, il la met à partir de la révolution néolithique. Tout ce qu'il dit est imparable, mais ça concerne, disons, le monde moderne. Ça concerne...
plus haut, c'est 300 000 ans. Bon. Pendant 300 000 ans, l'homme a vécu d'une certaine façon. Et à partir de moins 10 000 ans, grosso modo, on simplifie, il s'est mis à vivre d'une autre façon. Et tout ce que dit Girard est imparable sur ce qui a été apporté ou ce qui s'est mis en place à partir de la révolution néolithique. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons de la différence d'angle d'analyse entre des gens comme Marcel Mauss ou Lévi-Strauss et Girard, c'est que Lévi-Strauss étudie les populations primitives un petit peu comme si elles étaient pré-néolithiques. Enfin bon, il en reste, c'est ça le problème, c'est qu'elles ont toutes quand même, même les Bororos du fin fond de l'Amazonie, ils sont quand même un petit peu impactés par la civilisation industrielle et ils sont pas tout à fait... À identifier, à extraire, abstract, Lévi-Strauss de l'analyse des populations primitives, c'est comment est-ce que les hommes vivaient avant qu'ils se soient mis en tête de domestiquer la nature. Et donc, voilà, c'était là-dessus. À partir de là, il y a évidemment son analyse, elle est imparable, le bouc émissaire, etc. Mais comme il y a quand même un certain nombre de choses que tu as... disons, axiomatisées et qui me paraissent pas tout à fait exactes, notamment, oui, quand on dit que le mimétisme, il est occulté. Il est occulté par le capitalisme. Alors moi, je pense que c'est exactement le contraire, parce que le capitalisme, au contraire, il magnifie. Alors le mimétisme, alors le mimétisme, tu as dit au début, c'est vouloir être comme tous les autres. Non. Le mimétisme, c'est vouloir être comme le dominant. Bon, d'où la consommation ostentatoire. Je consomme pour... C'est la base du capitalisme. Tu as dit, c'est pas écrit dans la loi. Non, mais attends, capitalisme, c'est enrichissez-vous. C'est ça la loi. Ça a été dit. Bon, donc, après, bon, il faudrait entrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et voilà, sur ce plan-là, sur cette histoire extrêmement importante le mimétisme est occulté, ben non, le capitalisme, il a remis à l'ordre du jour le mimétisme, il a dit, c'est la méritocratie, c'est la lutte pour la concurrence, écraser, plus vous écraserez, plus vous gagnez d'argent, plus vous serez beau et plus vous aurez votre droit de citer, voir votre statut à la place des stakhanovistes dans les communes rurales bolcheviques. Ben vous aurez votre statut dans le monde du capitalisme quand vous aurez été celui qui admire le dominant et qui devient comme lui. Voilà. Bon, donc c'était un peu tout ça qu'il fallait. J'avais envie de remuer. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une réaction par rapport à ça. Oui, moi aussi. Ah bah toi d'abord alors. Oh bah si tu veux. Juste une chose. Bon, sur les trucs du capitalisme, tout ça, bon, je pense que c'est pas très... On pourra en débattre, mais c'est pas le plus important. Moi, je suis pas certain que, justement, ça s'applique à partir du néolithique. Alors, voilà. Ça s'accélère. Ça s'accélère et ça prend une ampleur beaucoup plus importante à partir du néolithique. Mais je pense que le religieux est antérieur. Et d'ailleurs, nous en avons des traces. Non. Alors, débat. Justement parce que la crise mimétique... L'homme était bon avant le néolithique, il est devenu mauvais après. Voilà. Alors, bon, c'est un coup de serpe, mon truc. Mais... voilà. Je ne suis pas le seul. Moi, je te dis, je ne crois pas ça. Je crois que ça existait au préalable, avant ça, même dans les sociétés pré-néolithiques. Ça a évidemment augmenté énormément avec le néolithique. Ça, je ne conteste pas. Il y a eu un point d'inflexion, mais ça existait avant. Il suffit de voir, même dans les sociétés animales, justement, tu as parlé du mâle dominant et des dominants. C'est aussi un des moyens, par le monopole de la violence, de résoudre la crise mimétique et d'avoir... Et il y a aussi des boucs émissaires dans les tribus de singes, dans certaines tribus de singes. Il y a un type, il y a un singe qui est tout seul, qui est mec comme un clou, etc., qui peut manger que... Ça, c'est la sélection naturelle, c'est pareil. Tu vois C'est un rapport. rapport. Il va survivre quand même.
il va quand même. Je voudrais. Voilà. D'ailleurs, en plus, le pire, c'est que Girard, dans un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel, il dit clairement qu'il décrit aussi l'hominisation, comme elle s'est faite, en utilisant l'éthologie, hein, en s'appuyant très solidement sur l'éthologie, et il montre donc effectivement que l'hominisation a abouti à une interprétation du sacrificiel d'une manière spécifiquement humaine. Mais c'était déjà avant chez les animaux aussi un processus d'exclure celui qui est un peu différent. Alors, c'est ce que j'avais montré dans ma première présentation, là, les singes qui veulent tous rentrer dans la caverne, mais il y a une image là. Et je m'appuyais en fait sur la description que faisait René Girard de la basculement. On passe au sacré quand l'animal, progressivement, sur des centaines de milliers d'années, hein, donc avant les 300 000 ans, hein, quand l'homme, progressivement, trouve un exutoire différent que le règne animal de la gestion de la violence, pour entre guillemets, la sacraliser. Voilà. Donc, et celle-là, elle se retrouve parce que tous les mythes hein, des peuples premiers, il le dit très clairement, René Girard, c'est avant. Ce sont des mythes qui datent d'avant du néolithique. Ça, c'est lui qui le dit, ça. Ah mais non, Ah bah non, mais- il le si, démontre, si, il prend non, des non. exemples. Il Non, prend non, des non, exemples. non, Ah bah C'est- si. en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il Mais non, Il prend des exemples de parce tribus qu'en qui fait, sont le seul pré-néolithiques. moment, Mais- non. écoute, Vas-y. Christian, tous les exemples qu'il donne, ce sont des anthropologues qui ne connaissaient pas sa théorie de la fin du 19e siècle, parce que c'était le dernier moment où on pouvait avoir une multitude d'exemples de mythes originels, en fait, sans contact ou très peu de contact avec la société industrielle. Je parle du 19e siècle, hein. Je te parle d'Afrique, d'Amazonie, etc. Quand ils prennent des mythes, là, ils prennent toujours l'appui sur tous ces chercheurs de l'époque qui ne font que réécrire ce que les gens dans les villages racontent. Non. Les mythes, oui, les mythes. Les mythes. Là, on parle du mimétisme, disons, d'appropriation et du mimétisme ostentatoire prendre la place du mal dominant. Bon, les mythes, le rôle des mythes, oui, dont le fameux mécanisme girardien qui explique en fait la société, donc la cohésion, finalement la cohésion, crise, et on ramène la cohésion avec ça. Ça, c'est, de mon point de vue, pas que de mon point de vue, c'est du post-néolithique, c'est lorsque l'homme s'est sédentarisé et qu'il a commencé. Alors que avant, il y a de fortes chances, mais ça c'est un débat qu'on va pas entreprendre d'une part et qu'on va pas solder, que ces mécanismes-là n'existaient pas, tout simplement. Enfin, c'est pas ce que dit Girard et c'est pas les exemples qu'il prend. Non, mais évidemment, c'est pas ce que dit Girard. Bon, par contre, c'est ce que dit Lévi-Strauss. Ah oui, bon, ça, d'accord. Si tu le dis comme ça, c'est ok. Mais non, mais c'est pas, bien sûr que non, c'est pas ce que dit Girard. Mais Girard s'avance pas trop. Attention, je vois bien que vous me citiez. Hein. Girard ne s'avance pas trop lorsqu'il dit que le mécanisme. Claire. Alors, l'hominisation. Qui dit Moi, que attends, répète. Il y a 3 ou 4 millions d'années. Je vais relire. Il s'avance pas trop. Hein. En tout cas, il n'y a pas de chapitre complet qui explique que tout ce qu'il vient de dire, ça s'applique aussi à moins de 100 000 ans. Oui, il le dit dans ses chapitres sur l'hominisation. Mais même dans le bouc émissaire, un exemple qu'il prend, c'est des Indiens du Canada ou je ne sais quoi, qui n'ont pas fait la révolution néolithique. Ils n'ont pas fait la révolution néolithique. C'est inopérant. Ce sont des Indiens qui vivent maintenant. Non. C'est des exemples qui ont été pris du 19e siècle. Là, l'Indien, c'est pas actuel. Même du 19e siècle. Mais non, mais il a repris les mythes. Il n'a pas pris les Indiens tels qu'ils vivaient. Il a pris les mythes de ces Indiens, voyons. C'est les mythes qu'il a. Et il dit que ces mythes, ils viennent de l'origine de ces tribus. Il peut dire ce qu'il veut. Ah bah, ils viennent pas du ciel, donc ils viennent forcément de la tribu elle-même. Ah, certes. Mais lorsque Girard, je parlais pas des mythes, hein, je parle du fonctionnement de la violence mimétique, hein, et qui ensuite est sacralisée, qui explique donc le
le fonctionnement de notre société. Bon, je le répète, Girard ne s'appesantit pas trop. Je vois bien que vous me citiez les pages exactes et les livres, ne s'appesantit pas trop en disant je suis absolument sûr qu'il y a 200 000 ans, ça fonctionnait déjà comme ça. Je vais réétudier les textes. Alors après qu'il dise, il peut dire, non mais il peut dire, au 19e siècle, on a vu une tribu de la Nouvelle-Guinée qui faisait ceci et ça, donc il y a 200 000 ans, mais ça, ce donc, pour moi, il est pas scientifique. Il va plus ancien. Il s'appuie sur les éthologues. Sur les éthologues, il y a tout un chapitre. Il y a tout un chapitre. Les éthologues de quelle année? Non mais les éthologues. Non, reste des animaux. Et comment non, mais on ne parle pas des animaux. On ne transféré parle pas des animaux. aux premiers Ah hommes. si, les éthologues. Pas Les éthologues, c'est les ethnologues, hein. animaux. Non, mais- Animaux, comment l'hominisation s'est procédée. Il y a tout un chapitre, mais important en plus, On peut sur échafauder l'hominisation. n'importe quelle théorie, hein, et dire je regarde comment fonctionnent les singes et donc j'explique comment on peut échafauder n'importe quelle théorie, mais on peut échafauder aussi la théorie qui est la mienne et pas uniquement la mienne, qui a eu un âge d'or pré-néolithique où toutes ces histoires de mimétisme, de violence, tout ça, ça n'existait pas. C'est pas vrai. Et que voilà. Oui. En tout cas, c'est pas ce que dit Girard. Mais non, Et- mais c'est pas ce que dit Girard. Mais évidemment, c'est pas ce que dit Girard. Non, mais Ah on bon, en reparlera après, la voilà, prochaine après, fois. Là, parce on que est dans la critique du modèle. Alors, Non, je Là, on propose est une dans la chose. description de son modèle. Donc, Je propose une chose pour pas qu'on reste ce modèle, stérile, là. il a pour ambition de effectivement donner une explication du comportement de l'homme post-néolithique. Bon. Je propose. Et que le pré-néolithique moi, je crois que tu sacralises le pré-néolithique. et du coup, je crois que tu as un je biais, propose- Christian, hein. c'est-à-dire que qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui a modifié en fait le comportement de l'homme, et voilà. Et Moi, ça Je qui a- propose- j'ai Je propose l'impression- une chose. Oui. Je propose une chose. Oui. Christian a dit, c'est ma thèse et je ne suis pas le seul derrière. Donc, s'il a d'autres références ou s'il Ben, c'est peut l'âge d'or. faire une argumentation Oui. structurée, même qui ne viendrait que de lui, pas de problème. On la prend. On la prend. Oui, Moi, je la oui. prends. Oui. Mais moi, je vais revenir à mes sources girardiennes Ils sur sont l'hominisation rien. et on va les confronter. Comme ça, c'est Oui, là oui. qu'il y a un vrai débat. Confronté. On ne peut pas confronter, il n'y a pas de source, il n'y a pas de ressource là. Personne n'est capable de dire comment les Homo sapiens vivaient il y a 200 000 ans. Non, mais il regarde les mythes. En analysant les mythes et les traits communs qu'il retrouve dans les mythes, et ces mythes datent justement de gens qui vivaient. Non, mais les mythes, tu ne sais pas de quand ils et datent qui les mythes. vivent- Tu ne sais pas de quand ils datent les Ils mythes. datent pour certaines tribus qui n'ont pas fait la révolution néolithique, ils datent donc de l'avant-néolithique, même Non, s'ils non, sont non. Ce quasiment donc, il est de contemporains. trop, ce donc. Non, C'est non, pas non, parce non. que. Mais c'est pas parce que tu vas trouver une. Là, c'est là votre problème, il est là. Parce que c'est pas parce que vous allez Notre trouver. problème, enfin, c'est pas un problème, c'est plus un problème pour toi parce que je crois que tu cherches à faire rentrer dans la boîte de dire il y avait un âge d'or, je sais pas quoi, un communisme primitif dans la préhistoire pré-néolithique, Oui. qui est moi à mon avis, qui est un fantasme. Qui est projeté sur une... parce que là, je te demanderai des sources aussi à ce moment-là. Ça, c'est un peu le fantasme du communisme primitif de Marx. Mais ça, pour moi, il n'y a rien qui l'étaye. Rien du tout. Il n'y a rien qui était le contraire non plus. Eh Il n'y a ben, rien qui était le contraire. René Girard donne des éléments, alors, en tout cas. Hein. Oui, mais lorsque tu dis j'ai trouvé une tribu au fin fond de la Nouvelle-Guinée, voilà, C'est pas une, c'est des dizaines. qui n'ont eu de contact, attendez, qui n'ont eu de contact avec personne. Bon, d'abord, il faut savoir prouver qu'il n'y a pas eu vraiment aucun contact. Et ensuite, vous dites donc, il y a 200 000 ans, les hommes vivaient comme ça. Ah, non, pour moi, ce n'est pas une preuve. L'appropriation Pour moi, animale. c'est une extrapolation. L'appropriation est animale, raisonnable. l'appropriation est donc humain et même dès sa début. L'appropriation, c'est chez les animaux aussi. Et donc, il y a un mimétisme Bien sûr. animal aussi. Tous les éthologues te le diront. Et il y a des exemples, mais à foison, hein,
d'éthologues qui te montrent très bien les mécanismes de mimétisme, extraordinaire mais ça. qui ont une Vous savez autre... exactement comment ça s'est passé depuis, enfin, alors la fondation du monde, quoi, c'est le Big Bang, enfin bref, disons depuis Homo sapiens. Vous savez exactement comment ça s'est passé depuis Homo sapiens. Ça c'est assez extraordinaire. Mais là où vous confondez cette histoire d'appropriation, bon, il y a la loi de la nature qui fait qu'il faut avoir un acte de prédation pour pouvoir manger. Bon, ça c'est la nature. Bon, et donc, tout ce qui est de l'ordre de l'appropriation pour la survie, on est dans la loi naturelle. À partir du néolithique, alors bon, on schématise, on a des lois qui sont extra-naturelles, enfin qui sont humaines, tout d'un coup. L'homme arrive, il dit, bon, les lois de la nature, allez, maintenant, moi, je suis plus fort, je vais faire des lois à moi. Et j'ai une appropriation qui devient différente. C'est plus l'appropriation pour bouffer, c'est-à-dire pour respirer, simplement pour vivre. C'est plus l'appropriation vitale, ça devient une appropriation sociale, etc., etc. Et voilà. Bon, et c'est ce qu'analyse très bien Girard. Son modèle est imparable, il est excellent, mais c'est un modèle pour un monde d'ailleurs qui va bientôt terminer. Donc il faut parce que ce qui se passe depuis l'économie, c'est à bientôt. Bon, là, maintenant, on a dépassé le temps, hein, ça y est. Non, oui, mais on a dépassé. Là, c'est dans... On a dépassé la rationalité. Tu es dans la téléologie, là. Oui, je crois exactement. Oui, il est tout dans à la fait. téléologie. Je pense qu'il a un cadre, Christian. Il veut faire rentrer absolument cette notion croissanciste que je partage par ailleurs. Hein, mais tout faire rentrer dans ce moule. Et là, je pense qu'il y a un biais. Voilà. Ah ben, croissanciste, tout à fait. Girard a parfaitement analysé le fonctionnement spirituel dans la période croissanciste, qui a commencé à partir du néolithique. Hein. Ouais. Avant le néolithique, l'homo sapiens n'avait pas du tout aucune notion d'envie de croissance. Voilà. Enfin, en tout cas, ne la d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Il n'y avait pas de croissance avant le néolithique. La société dont nous parlons, c'est une société qui va disparaître. Bon, oui, mais on est d'accord, ça. Oui, mais ça, on est d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment. Est-ce que sur les sociétés antérieures, c'était. Ben, je propose que il y a un côté pensée magique, Christian. Avant, c'était cette connerie de néolithique. Mais moi, il y a une question. C'est comme s'il y avait un grand magicien qui a dit hop, on va créer la société néolithique, c'est-à-dire on va commencer la société agricole, comme un magicien, quoi, dans ce que tu décris, toi. Alors que moi, je pense que c'était plutôt un processus lent qui a amené ensuite à une autre forme de l'appropriation, alors qu'elle existait, disons, sans faire de la croissance du point de vue agricole, tu vois ce que je veux dire, sans croissance alimentaire. Avant, on vivait purement dans le sens de la vie, mais le système de pensée humain n'a pas changé comme ça du jour au lendemain. Il a progressivement évolué. Alors, je vous interromps parce que là maintenant, on a dépassé. Et je vais demander peut-être à Guillaume de couper un petit moment où on discute. Non, mais faut tout couper là, faut tout couper. Ah non. On va pas tout couper parce que je pense que le débat est intéressant. Même s'il y a eu des coupures techniques, hein, vous avez été interrompu. Je propose que l'on fasse pas 2 mais 3 émissions du coup sur au minimum. Attends, parce que avec cette fois-ci. Oui. Chacun des deux points de vue, je dirais, va apporter les exemples. Donc là, ça ne sera pas pour la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps, mais pour dans 15 jours. Agnostique. Non, mais, moi, je n'ai pas de point de vue. Je ne suis pas sûr de ce que vous dites. Bon, je suis agnostique. Non, mais nous, on va amener. Je n'y crois pas. On va amener des arguments en plongeant dans les trucs. Mais il faut un certain temps pour cela. Donc, je propose que la semaine prochaine, nous poursuivions et que la semaine d'après, nous débattions sur ce point précis. Alors, en fait, ça se résume. Effectivement, le débat se résume à qu'est-ce qu'il y a et pourquoi s'est déclenché le changement néolithique. Voilà. Bon, c'est. Non, oui. Pour moi, c'est la question la plus importante du point de vue de la. Bon. Je vais mettre ça à l'ordre du jour et puis on en rediscutera. Oui, mais merci. Non, mais là on est en enregistrement. On va clore l'enregistrement. Personne n'est d'accord là-dessus. Hein. On va clore l'enregistrement déjà. Bon, messieurs, merci. Donc 2 émissions à venir sur ces sujets.